Le 28 juin 1914, à 10h45 du matin, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et son épouse Sophie montent dans leur voiture décapotable à Sarajevo. Dans exactement 1h15, ils seront tous les deux morts, abattus par un étudiant de 19 ans armé d'un pistolet. Cette double mort va déclencher une réaction en chaîne qui tuera 17 millions de personnes en 4 ans. C'est l'assassinat le plus meurtrier de l'histoire humaine. Mais voici ce que personne ne comprend vraiment. Ce n'est pas l'assassinat lui-même qui a tué 17 millions de personnes, c'est le système d'alliances, de traités secrets et de mobilisation automatique que les empires européens avaient construit au cours des décennies précédentes. L'Europe, en 1914, était une machine à guerre parfaitement construite, attendant juste quelqu'un pour appuyer sur le bouton de démarrage. Gavrilo Princip, l'assassin, a simplement appuyé sur ce bouton. L'assassinat de François Ferdinand n'était pas le déclencheur inévitable de la Première Guerre mondiale. C'était le prétexte parfait que les empires cherchaient pour régler des décennies de rivalité, de tensions coloniales et d'ambitions contradictoires. Sans cet assassinat, la guerre aurait probablement eu lieu de toute façon, déclenchée par un autre incident. Mais le timing, le lieu et les personnes impliquées ont créé une tempête parfaite qui a rendu impossible toute désescalade. C'est l'histoire de comment un mauvais virage, une série d'échecs de sécurité et la détermination d'un adolescent ont fourni le prétexte pour la guerre la plus destructrice que l'humanité avait jamais connue jusqu'alors. Pour comprendre pourquoi l'assassinat de François Ferdinand a déclenché une guerre mondiale, il faut d'abord comprendre l'Europe de 1914. Ce n'est pas un continent de nations pacifiques, c'est un réseau complexe d'alliances militaires, de rivalités impériales et de tensions ethniques prêts à exploser. Au centre de ce réseau, 2 blocs d'alliances. D'un côté, la Triple Alliance formée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. De l'autre, la Triple Entente formée par la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Chaque alliance a été créée pour contrebalancer l'autre. Le résultat, si un pays déclare la guerre à un membre d'une alliance, tous les autres membres sont automatiquement entraînés dans le conflit. C'est comme un jeu de dominos géant, où renverser une seule pièce fait tomber toutes les autres. L'Autriche-Hongrie, en 1914, est un empire multiethnique fragile. Elle contrôle des dizaines de groupes ethniques différents, autrichiens, hongrois, tchèques, slovaques, polonais, ukrainiens, roumains, croates et serbes. Beaucoup de ces groupes veulent l'indépendance. L'empire est constamment menacé par le nationalisme ethnique. La Serbie, petit pays voisin, est particulièrement problématique. Elle s'est libérée de l'Empire ottoman au 19e siècle et rêve maintenant de créer une grande Serbie qui unirait tous les Slaves du Sud. Cela inclurait la Bosnie-Herzégovine, une province que l'Autriche-Hongrie a annexée en 1908. Cette annexion a enragé les nationalistes serbes, qui la considèrent comme un territoire slave du Sud devant appartenir à la Serbie. Des organisations secrètes nationalistes serbes se forment, dont la plus radicale est la Main Noire, dirigée par des officiers de l'armée serbe. Leur objectif, utiliser le terrorisme pour déstabiliser l'Autriche-Hongrie et libérer les Slaves du Sud. Ils sont prêts à tuer pour cet objectif. François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est ironiquement l'un des rares leaders de l'Empire qui veut réformer le système. Il propose de transformer l'empire dual austro-hongrois en empire triple, donnant aux Slaves du Sud une autonomie égale à celle des Autrichiens et des Hongrois. Cela pourrait satisfaire les nationalistes slaves et sauver l'empire. Mais pour la Main Noire, c'est exactement le problème. Si François Ferdinand réussit sa réforme, les Slaves du Sud seront contents de rester dans l'empire. Le rêve de la Grande Serbie mourra. Ils doivent l'arrêter avant qu'il ne devienne empereur et ne mette en œuvre ses réformes. En juin 1914, François Ferdinand annonce qu'il visitera Sarajevo, capitale de la Bosnie, le 28 juin. C'est une provocation involontaire. Le 28 juin est la Saint-Vitus, une date sacrée pour les nationalistes serbes commémorant la bataille de Kosovo en 1389. C'est comme si un leader britannique visitait Dublin le jour de la Saint-Patrick pendant les troubles.
Le symbolisme est explosif. La main noire voit une opportunité. Ils recrutent 6 jeunes assassins, la plupart des adolescents, et leur fournissent des armes, grenades et pistolets. Le plan, se positionner le long du parcours de la voiture de François Ferdinand et l'un d'eux devra réussir. Le 28 juin au matin, les 6 assassins se positionnent le long de la rue Appel, le trajet prévu. François Ferdinand et Sophie arrivent à la gare à 10 heures et montent dans leur voiture décapotable. Pas de toit, sécurité minimale. Il veut que la foule le voie. À 10h15, la voiture passe devant le premier assassin, Mohamed Mehmed Bachitch. Il ne fait rien. Panique ou lâcheté, on ne sait pas. Il laisse la voiture passer. À 10h20, la voiture passe devant le deuxième assassin, Nedeljko Čabrinović. Il lance sa grenade, mais le chauffeur voit le mouvement et accélère. La grenade rebondit sur le capot arrière de la voiture et explose sous la voiture suivante, blessant plusieurs personnes. François Ferdinand et Sophie sont indemnes. Čabrinović avale sa capsule de cyanure et se jette dans la rivière pour se suicider. Mais la capsule est périmée et ne fait que le rendre malade. Et la rivière n'a que quelques centimètres d'eau à cause de la sécheresse estivale. Il est arrêté immédiatement, vomissant et mouillé. Les 4 autres assassins, entendant l'explosion et voyant la panique, paniquent eux-mêmes. Ils abandonnent la mission et se dispersent dans la foule. La voiture de François Ferdinand accélère vers l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, François Ferdinand est furieux. « On vient ici pour une visite et on nous lance des bombes. » Il veut annuler le reste de la visite. Mais ses conseillers le persuadent de continuer avec une modification. Visiter l'hôpital pour voir les blessés de l'explosion. Le parcours est modifié pour éviter le centre-ville. Ils prendront la rue Appel directement jusqu'à l'hôpital. Mais personne ne pense à informer le chauffeur du changement de parcours. C'est cette erreur de communication qui va tuer 17 millions de personnes. À 11 heures, la voiture de François Ferdinand quitte l'hôtel de ville. Le cortège descend la rue Appel. Le chauffeur, Léopold Louka, suit le parcours original qui tourne dans la rue François-Joseph. Il ne sait pas que le parcours a changé. Au coin de la rue, le gouverneur de Bosnie, assis à côté du chauffeur, réalise l'erreur. Pas par là, continuez tout droit sur la rue Appel. Le chauffeur freine et commence à faire marche arrière pour revenir sur la rue Appel. La voiture s'arrête, exactement devant un café. Et dans ce café, buvant un sandwich et pensant que la mission a échoué, se trouve Gavrilo Princip, l'un des 6 assassins. Princip ne peut pas croire sa chance. La cible qu'il pensait avoir perdue est maintenant stationnaire à 5 mètres de lui. Il sort, dégaine son pistolet Browning et tire 2 coups. Le premier frappe François Ferdinand dans le cou, sectionnant l'artère jugulaire. Le second frappe Sophie dans l'abdomen. François Ferdinand reste conscient quelques instants. Il voit Sophie s'effondrer. Ses derniers mots, ces derniers mots sont « Sophie, Sophie, ne meurs pas, reste en vie pour nos enfants ». Puis il perd conscience. Tous les deux meurent en route vers le palais du gouverneur. Princip essaie d'avaler sa capsule de cyanure, mais comme celle de Čabrinović, elle est périmée et ne fait que le rendre malade. Il essaie de se tirer une balle, mais la foule le saisit. Il est arrêté, tabassé et emprisonné. Il a 19 ans. Il a tué un archiduc et sa femme. Mais ce qu'il a vraiment fait, c'est donner aux empires européens le prétexte qu'ils cherchaient pour la guerre. Les nouvelles de l'assassinat atteignent Vienne, capitale de l'Autriche-Hongrie, dans l'après-midi. La réaction initiale est étrangement calme. François Ferdinand n'était pas particulièrement populaire. L'empereur François-Joseph, 84 ans, n'aimait pas son neveu et avait désapprouvé son mariage avec Sophie. Quand on lui annonce la mort, il dit simplement « Terrible, une puissance supérieure a rétabli l'ordre que je n'ai pas pu maintenir. » Mais les faucons militaires austro-hongrois voient une opportunité. Depuis des années, ils veulent écraser la Serbie, qu'ils considèrent comme une menace existentielle. Maintenant, ils ont leur prétexte. Un archiduc impérial a été assassiné par des terroristes liés à la Serbie. C'est un casus belli parfait. Le problème, si l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie, la Russie, protecteur autoproclamé des Slaves, interviendra.
Si la Russie intervient, l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, devra intervenir. Si l'Allemagne et la Russie entrent en guerre, la France, alliée de la Russie, sera entraînée. Et si l'Allemagne attaque la France, elle le fera en traversant la Belgique neutre, ce qui amènera la Grande-Bretagne, garante de la neutralité belge, dans la guerre. Tout le monde le sait, mais tout le monde pense aussi que l'autre côté reculera au dernier moment. C'est un jeu de poulet diplomatique joué avec les destins de millions de personnes. L'Autriche-Hongrie consulte l'Allemagne. L'empereur allemand, Guillaume II, donne le fameux chèque en blanc. L'Allemagne soutiendra l'Autriche-Hongrie quoi qu'elle fasse. C'est une erreur catastrophique. Cela encourage les faucons viennois à être aussi agressifs qu'ils veulent. Le 23 juillet 1914, presque un mois après l'assassinat, l'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie. C'est le document le plus humiliant de l'histoire diplomatique. Il contient 10 demandes, dont plusieurs violant directement la souveraineté serbe. La plus outrageuse, des fonctionnaires austro-hongrois doivent être autorisés à opérer sur le territoire serbe pour enquêter sur l'assassinat. L'ultimatum est conçu pour être inacceptable. L'Autriche-Hongrie ne veut pas une solution diplomatique. Elle veut la guerre. La Serbie, étonnamment, accepte presque toutes les demandes. Elle rejette seulement celles permettant aux fonctionnaires étrangers d'opérer sur son territoire. C'est une réponse remarquablement conciliante. Tout diplomate rationnel verrait cela comme une base pour négocier. Mais l'Autriche-Hongrie n'est pas intéressée par la négociation. Le 28 juillet 1914, exactement un mois après l'assassinat, elle déclare la guerre à la Serbie. Les dominos commencent à tomber. Le 30 juillet, la Russie mobilise son armée pour défendre la Serbie. La mobilisation russe est une menace directe pour l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. En 1914, la mobilisation n'est pas réversible. Une fois que vous mobilisez des millions de soldats, les démobiliser sans combattre est politiquement et logistiquement presque impossible. Le 1er août, l'Allemagne, voyant la mobilisation russe, déclare la guerre à la Russie. Le plan de guerre allemand, le plan Schlieffen, exige d'attaquer la France, d'abord avant de se retourner contre la Russie. Pourquoi? Parce que l'Allemagne craint une guerre sur 2 fronts. Elle doit éliminer la France rapidement, puis déplacer toutes ses troupes vers l'Est. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le plan Schlieffen exige de traverser la Belgique pour contourner les défenses françaises. Le 4 de Takiarzu, l'Allemagne envahit la Belgique. La Grande-Bretagne, garante de la neutralité belge depuis 1839, déclare la guerre à l'Allemagne. En une semaine, toutes les grandes puissances européennes sont en guerre. Et tout cela parce qu'un chauffeur a pris un mauvais virage et qu'un adolescent s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, avec un pistolet. Quand la guerre commence, en août 1914, tout le monde pense que ce sera fini avant Noël. Les généraux parlent de guerre courte et glorieuse. Les soldats montent dans les trains en chantant, excités à l'idée de l'aventure. Les civils applaudissent dans les rues. Personne ne comprend ce qui arrive. Ils ne savent pas que la technologie militaire a radicalement changé depuis la dernière Grande Guerre européenne, en 1871. Les mitrailleuses peuvent maintenant tirer 600 coups par minute. L'artillerie peut frapper des cibles à 10 km. Les barbelés rendent les charges d'infanterie suicidaires. La défense est maintenant bien plus forte que l'attaque. Le résultat, une guerre de position, les tranchées. Pendant 4 ans, des millions d'hommes vont vivre dans des trous boueux, se tirant dessus sans avancer de plus de quelques kilomètres. Les offensives massives ne gagnent que quelques centaines de mètres au prix de centaines de milliers de morts. La bataille de la Somme, juillet à novembre 1916, 1 million de morts pour avancer de 10 kilomètres. Le premier jour seul, 19 240 soldats britanniques morts en quelques heures. C'est le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire britannique. La bataille de Verdun, février à décembre 1916, 700 000 morts pour essentiellement aucun gain territorial. Les Français résument leur stratégie, ils ne passeront pas. Et effectivement, les Allemands ne passent pas.
Mais le prix est une génération entière d'hommes broyés en viande hachée. Le gaz toxique est utilisé pour la première fois. Des soldats meurent en suffoquant, leurs poumons brûlés. Les tanks apparaissent, machines primitives qui tombent souvent en panne. Les avions commencent comme outils de reconnaissance, puis deviennent des armes. La guerre devient industrielle, mécanique, déshumanisée. Et pendant tout ce temps, les dirigeants continuent d'envoyer des centaines de milliers d'hommes à la mort pour des gains minuscules. Parce qu'aucun côté ne peut admettre que la guerre est une erreur. Trop de morts, trop d'argent dépensé. Reculer maintenant rendrait tous ces sacrifices inutiles. Alors ils continuent, espérant que l'autre côté s'effondrera en premier. En 1917, la Russie s'effondre effectivement. La révolution bolchevique renverse le tsar. La Russie signe un armistice avec l'Allemagne. Mais la même année, les États-Unis entrent en guerre du côté de l'Entente, apportant des ressources fraîches et illimitées. En novembre 1918, l'Allemagne, épuisée et affamée par le blocus britannique, demande l'armistice. La guerre se termine. Le bilan final, environ 17 millions de morts militaires et civils, 21 millions de blessés, des empires entiers détruits, austro-hongrois, ottomans, russes, allemands, l'Europe dévastée économiquement pour une génération. Et tout cela a commencé avec un mauvais virage et 2 balles de pistolet à Sarajevo. Gavrilo Princip, l'assassin, ne verra jamais la guerre qu'il a déclenchée. Il est condamné à 20 ans de prison parce qu'il a moins de 20 ans au moment du crime et ne peut donc pas être exécuté selon la loi austro-hongroise. Il meurt de tuberculose en prison en avril 1918, quelques mois avant la fin de la guerre. Ses derniers mots rapportés « Je ne regrette rien ». L'assassinat de François Ferdinand n'a pas seulement déclenché la Première Guerre mondiale. Il a déclenché une cascade de catastrophes qui ont défini le XXe siècle entier. La Première Guerre mondiale a créé les conditions pour la Seconde. Le traité de Versailles, imposé à l'Allemagne vaincue, était si punitif qu'il a garanti le ressentiment et la revanche. Hitler est monté au pouvoir en promettant d'inverser l'humiliation de Versailles. La Seconde Guerre mondiale a tué 60 millions de personnes. Sans Sarajevo, 1914, pas de Versailles. Sans Versailles, pas de Hitler. La révolution russe de 1917 n'aurait probablement pas réussi sans l'effondrement causé par la guerre. Sans la révolution russe, pas d'Union soviétique. Sans l'URSS, pas de guerre froide. Pas de course aux armements nucléaires, pas de guerre de Corée, pas de guerre du Vietnam sous cette forme. L'effondrement de l'Empire ottoman a créé le Moyen-Orient moderne avec ses frontières artificielles, tracées par les Britanniques et les Français. Ces frontières ignoraient complètement les réalités ethniques et religieuses, créant des conflits qui durent encore aujourd'hui. On peut tracer une ligne directe de Sarajevo 1914 à presque tous les grands conflits du XXe siècle. Cette balle, tirée par Gavrilo Princip, a tué bien plus de 17 millions de personnes. Si on compte toutes les conséquences indirectes, elle a peut-être tué 100 millions. Mais voici la vérité inconfortable. L'assassinat lui-même n'était pas la cause fondamentale. C'était le déclencheur. L'Europe de 1914 avait construit une machine à guerre si complexe et si automatique qu'elle n'attendait qu'un prétexte pour démarrer. Si ce n'avait pas été Sarajevo, cela aurait été autre chose quelques mois ou années plus tard. Les vrais coupables n'étaient pas Princip ou même la main noire. C'étaient les systèmes d'alliance rigides, les plans de mobilisation automatique, les généraux qui pensaient que la guerre était inévitable et même désirable, les diplomates qui jouaient au poulet avec des millions de vies. Princip a appuyé sur le bouton, mais ce sont les empires européens qui avaient construit la machine et l'avaient programmée pour l'autodestruction. La leçon de Sarajevo est simple mais terrifiante. Dans un système suffisamment complexe et tendu, le plus petit incident peut déclencher une catastrophe totale. Et une fois la cascade commencée, il devient presque impossible de l'arrêter. C'est pourquoi l'assassinat de François Ferdinand reste l'assassinat le plus meurtrier de l'histoire. Non pas à cause de qui il était, mais à cause du moment et du système dans lequel il est mort. Un mauvais virage, 2 balles, 17 millions de morts.
et un siècle entier transformé en cauchemar.